Amis de Météor Le Mag, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Natania, au collège académique de Natania, pour une interview exclusive avec deux personnages vraiment hors du commun. J'ai l'honneur de vous présenter à mes côtés monsieur et madame Klarsfeld, Serge Klarsfeld, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Beat Klarsfeld, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ici au collège académique de Natania. Vous allez donner une conférence dans quelques instants. Alors, pour les gens qui regardent cette vidéo, je vais retracer vraiment très rapidement en quelques faits votre parcours, d'où vous venez, ce que vous avez fait. Évidemment, bien sûr, tout le monde vous connaît, mais je vais le rappeler en quelques lignes. Alors Serge Klarsfeld, vous êtes né le 17 septembre 1935 en Roumanie. Pendant une rafle, votre père Arnaud vous cache dans un placard. Et c'est un petit peu comme ça en fait qu'il vous a sauvé la vie, puisque vous êtes sauvé, lui a été déporté à Auschwitz. Est-ce que c'est un petit peu par rapport à ça que vous avez appelé votre fils Arnaud ? Bah, évidemment, puisque mes grands-parents appelaient mon père Arnaud à cause ils aimaient Florence et ils aimaient le fleuve, l'Arnaud, et puis Arnaud est l'anagramme d'Aaron, donc ça convenait. Et pour mon fils, bien entendu, c'est en hommage à mon père et c'est une sorte de relève. Alors Serge Klarsfeld, vous faites vos études à Paris à la Sorbonne, puis vous faites sciences politiques, Sciences Po. Beat Klarsfeld, vous êtes né le 13 février 1939 à Berlin, en Allemagne. Alors vous avez vu un petit peu de loin l'Allemagne devenir l'Allemagne nazie. Vous avez fait vos études à Paris, par contre, à l'Alliance française. C'est là-bas que vous avez fait vos études. C'était juste pour apprendre la langue française. Vous ne parliez pas français à la base? Un petit peu, à l'école, on a appris un petit peu, mais c'est l'Alliance française, c'est pour apprendre la langue française, voilà. Et alors, Serge et Beat, le 11 mai 1960, alors que les Israéliens mettent la main sur Eichmann, vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur un quai de métro, c'était quoi? C'était la station à Saint-Cloud, je crois, porte de Saint-Cloud. Porte de Saint-Cloud, là où j'habite, vous voyez qu'il ne faut pas aller au bout du monde pour rencontrer son destin. Bah, j'ai rencontré Beat et nous avons sympathisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de la sympathie au mariage, il n'y a qu'un pas. Et c'est donc en 1960... en combien vous êtes mariés? En 63, c'est ça? 63, voilà, on a eu 3 ans pour sympathiser complètement, voilà. Il a fallu un petit peu de temps, mais bon. Donc en 63, vous mariez. Et alors, vous deviendrez, jusqu'à aujourd'hui même encore, le couple référence, puisque vous êtes ce qu'on appelle des chasseurs de nazis. Alors c'est quoi les chasseurs de nazis? Évidemment, vous allez rechercher tous ceux qui ont été actifs durant la période de l'Allemagne nazie. Et il y a une date qui est marquante. C'est qu'en 1968, vous, Beat Klarsfeld, vous avez giflé un ancien nazi lors d'une conférence. Et cet ancien nazi... C'est le propagandiste nazi qui était chancelier de l'Allemagne, voilà. Bon, il était partisan nazi en tout cas, il était chancelier. Bien entendu, mais enfin c'était un propagandiste nazi qui était devenu chancelier en 1966 en Allemagne, donc il fallait protester contre cela. Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là quand vous dites, c'était Kissinger, il s'appelait, comment ça se passe dans vos têtes quand vous dites, tiens, je me lève, je vais dire tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent tout bas, et je vais le gifler. Vous avez fait de la prison pour ça? Oui, d'abord, on a essayé de publier son passé avec des brochures. On les a envoyés aux députés, aux journalistes, et puis ça n'a pas bougé. Donc, on a essayé de trouver des actions spectaculaires pour entraîner déjà l'attention sur son passé. Donc, avec une interruption au Parlement à Bonn, quand il prenait la parole, et après, préparer cette gifle à Berlin au congrès des chrétiens démocrates de son parti. Et puis, donc, j'avais une semaine pour voir à quelle occasion. Et le dernier jour, quand il préparait son discours, j'ai réussi à entrer. Enfin, c'était dans la salle des congrès. Donc, j'ai pu le gifler en criant comme d'habitude Kissinger nazi démissionne, et j'étais condamné le soir même à 1 an de prison ferme, mais je n'ai pas pu le faire parce qu'étant française, j'ai pu faire appel et j'étais en liberté provisoire jusqu'à l'appel. D'ailleurs, j'ai vu dans une interview que votre mari avait donnée à la presse française, c'est au-delà de la prison, vous aviez même carrément risqué votre vie, puisqu'à l'époque c'était risqué. Parce que bien entendu, au premier rang, comme toujours, enfin c'était pas comme aujourd'hui la sécurité, mais quand même au premier rang, il y avait ces gardes-corps qui étaient armés, mais étant donné que je passais derrière lui, parce que la tribune était trop large pour passer par le devant, donc j'étais protégé par Kissinger, il ne pouvait pas tirer. Mais enfin, sinon ils auraient pu tirer certainement. Serge Klarsfeld, vous, en 1979, enfin tous les deux d'ailleurs, vous créez l'association Fils et Filles de déportés, de Juifs de France. Vous êtes tous les deux d'ailleurs à l'initiative des poursuites les plus connues et les dernières évidemment, c'était entre autres Klaus Barbie,
René Bousquet, Maurice Papon ou encore Paul Touvier. Bon, la liste de vos actions, bien évidemment, est très longue. On ne va pas tout évoquer ici ce soir parce qu'il y a une foule de francophones ici qui vous attendent pour votre conférence à Natania. Et alors moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, peut-être la plupart des gens qui nous regardent se posent cette question, c'est chasseur de nazis. Comment ça se passe dans vos têtes quand vous vous dites tiens, je vais devenir chasseur de nazis? Est-ce que c'est parce que votre père a été déporté? Vous dites tiens, j'ai ce déclic, je vais chasser du nazi? Non, tout simplement, c'est parce que les anciens nazis qui avaient dirigé la solution finale en France étaient impunis en Allemagne et que c'était les seuls criminels nazis au monde qui ne pouvaient pas être poursuivis parce qu'ils ne pouvaient pas être extradés vers la France et qu'ils ne pouvaient pas être jugés en Allemagne. Donc il fallait une loi pour faire juger ces criminels en Allemagne et nous sommes partis en campagne pour faire juger voter cette loi pour la faire appliquer par la justice allemande, alors que la société allemande, le Parlement étaient réticents pour voter cette loi. Et après 4 années de bras de fer avec la société allemande, nous avons obtenu satisfaction. La loi a été votée, il a fallu encore 4 années pour obliger la justice allemande à appliquer cette loi. On l'a fait avec des actions illégales en Allemagne et on a dit tant que vous ne voterez pas cette loi, tant que vous ne l'appliquerez pas, nous continuerons à agir illégalement en Allemagne et vous ne pourrez pas nous punir parce que notre cause est légitime. C'est ce qui s'est passé et nous avons pu faire juger à Cologne les plus importants de ces criminels et puis faire venir à Cologne des milliers de juifs de France qui ont assisté à ce procès, qui ont participé à ce procès. Et donc nous avons rapproché l'Allemagne de la France. C'était un procès tout à fait exemplaire qui a duré 3 mois. Et depuis, la France nous est reconnaissante d'avoir fait ce que la France officielle ne pouvait pas obtenir, d'avoir réussi à l'obtenir. Et puis ensuite, nous avons changé la mémoire de Vichy, à force aussi de manifestations et puis d'actions judiciaires lancées contre des personnages qui représentaient la persécution des Juifs en France, les affaires Bousquet, Le Guet, Papon, Touvier, des grands procès qui ont changé la mémoire de Vichy. Procès d'ailleurs dans lesquels vous avez assisté puisque vous êtes vous-même avocat. Oui, j'ai été assisté, mais enfin deux des procès, c'est notre fils Arnaud qui les a menés en tant qu'avocat. Moi-même, je ne suis pas entré même dans la salle d'audience. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup, j'imagine pas, mais il y a encore des nazis qui circulent? Parce que bon, ça date quand même. L'histoire, voilà, plus de 70 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de nazis qui courent encore? Non, il n'y a que les nazis qui avaient 17, 20, jusqu'à 22, 23 ans. Aujourd'hui, ils sont près d'avoir 100 ans. Et ce sont des subalternes. À l'époque, il existait des criminels nazis avec des témoins et avec des documents. Une grande partie de ceux-là n'ont pas été jugés parce que l'Allemagne de l'époque ne voulait pas qu'on les juge. Mais aujourd'hui, c'était des Allemands qui avaient vécu sous le Troisième Reich. Mais aujourd'hui, ce sont des Allemands nouveaux. Hein. L'Allemagne est peuplée d'Allemands nouveaux qui ont compris l'immensité du crime, qui veulent qu'on juge le crime nazi jusqu'à son dernier souffle, et il ne reste plus que ceux qui étaient subalternes, très jeunes, et pour lesquels n'existe ni témoin ni document. Donc il y a une nouvelle interprétation de la loi qui est que toute personne ayant fait partie d'une organisation dite criminelle ou dont le but était criminel et qui a agi criminellement, toute personne qui a fait partie de cet ensemble est coupable, sauf si elle prouve son innocence, ce qui n'est pas ma conception de la justice. C'est pourquoi nous ne participons pas à ces procès, parce que moi je trouve qu'il faut prouver l'implication personnelle de quelqu'un
quand on le juge pour des faits qui sont des faits graves. Et je n'aime pas beaucoup cette appréciation. Tel gardien d'Auschwitz qui avait 18 ans va être jugé pour la mort de 170 000 personnes, alors qu'il était gardien et qu'on ne sait pas s'il était humain, inhumain. Après tout, après la guerre, les Polonais ont jugé des criminels et ils en ont acquitté des gardiens d'Auschwitz, ils en ont acquitté un certain nombre, parce qu'il y avait des témoins qui ont dit celui-là n'était pas méchant, celui-là était méchant, etc. Donc aujourd'hui, je trouve que il y a un malaise. C'est positif que les Allemands veuillent juger les criminels, et en même temps, la manière de les juger est une manière qui est un peu disons, tordue, un petit peu, et qui rappelle un peu les procès soviétiques. Votre père était bourgeois, vous êtes bourgeois, donc vous êtes coupable, sauf si vous prouvez votre innocence, ce qui est bien difficile pour quelqu'un de 95 ans qui n'a ni témoin ni document. C'est difficile pour l'accusation aussi, mais il y a cette interprétation que la Cour suprême allemande n'a pas encore examinée, et que lorsqu'elle examinera cette nouvelle interprétation de la loi, eh bien, ou elle l'annulera, tous les procès qui ont eu lieu selon cette interprétation, ou elle confirmera. Mais pour le moment, aucun criminel n'a survécu à un verdict suffisamment longtemps pour que la Cour suprême ait examiné son recours. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à ces brèves, vraiment, ces questions vraiment très très courtes. Je vais vous laisser dans quelques instants, vous allez faire votre conférence dont le titre est « Un demi-siècle de combat pour la dignité et la mémoire des Juifs de France ». Vous avez fait beaucoup, en tout cas, pour la communauté juive. Vous avez fait beaucoup pour la mémoire de la Shoah, et au nom de tous les Juifs du monde entier, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.